Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Procès, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, bon cette fois-ci elle est un petit peu plus structurée, j'ai une meilleure tête quand même que la dernière vidéo, voilà, donc j'apprécie ce format, donc vraiment je vais le refaire, je vais essayer d'ajouter quand même quelques éléments, grâce à l'IA bien sûr, pour imaginer ce que je vais dire. Mais donc, comme vous l'avez vu à cette vidéo, vraiment l'objectif c'est juste de vous montrer comment vous pourrez passer d'un vibe codeur qui galère, à la moindre erreur, qui bug, enfin ouais, c'est vraiment galère, à quelqu'un qui fait des projets solides, à un vrai codeur, à un développeur IA, qui arrive vraiment à utiliser l'IA comme un levier, comme un employé limite, et qui arrive à construire des projets en un éclair. Voilà, vraiment c'est juste ce qu'on veut. Et donc là, on va rentrer dans le dur, mesdames et messieurs. Oui, j'ai mes notes juste en bas. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord identifier la différence entre le vibe coding et le AI coding, pour vraiment qu'on soit d'accord. Et vous en faites pas, vous n'allez pas avoir quelque chose de redondant, non, je vais vraiment aller dans les détails. Bon, je vais passer dessus quand même assez rapidement. Deuxième chose, comment architecturer un projet étape par étape. Hyper important. Pareil, là j'avais déjà fait une vidéo complète que je vous invite à regarder là-haut, normalement, ou peut-être dans la description, enfin je sais pas, ça dépend de... Bref, surtout dans la description je pense. Ensuite, le process irréfutable. Bon, je sais pas si c'est le meilleur mot pour ça, mais en tout cas pour coder sans bug. Donc vraiment que pour que vous puissiez coder littéralement sans aucune difficulté, sans bug, sans erreur. Enfin, c'est vraiment ce qu'on veut dans l'idéal, quoi. Euh, et surtout, moi, les secrets que j'aurais aimé savoir plus tôt, je déteste ce mot, ça fait tellement bullshit. Mais c'est juste des tips qui vous feront gagner énormément de temps. Voilà. Donc, partons à l'essentiel. Donc, déjà, c'est quoi la différence entre le vibe coding et le AI coding? Donc, déjà, vibe coding, ça vient de vibe, qui est en fait l'instinct, hein, genre le ressenti, le feeling. Et on a le coding, qui lui est vraiment a pour but de générer du code, quoi. Comme son nom l'indique, c'est le coding, c'est le développement. Bref. Et donc, traduction littérale, ça veut dire générer du code grâce à l'instinct. Voilà. Aussi simple que ça. Vraiment, c'est débile. Et donc, le principe derrière ça, c'est quoi? C'est juste de coder avec des mots. Vraiment, juste on parle, on code, mais sans la mention d'infos techniques. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'infos de stack, d'architecture, de sécurité, etc. Et surtout, en fait, dès qu'il y aura une quelconque erreur, on va juste s'acharner sur la LLM, dire mec, mais non, mais attends, mais s'il te plaît, corrige ça, j'ai eu cette erreur, etc. Et ce qui va mener à quoi? C'est déjà un code pas du tout scalable. Vraiment, sur le court terme, c'est la pire chose que l'on puisse effectuer, vraiment. Donc, effectivement, ça permet d'avoir un POC rapide, avoir une idée, un proof of concept qu'on peut tester rapidement, c'est l'avantage du vibe coding. Mais on n'a aucune scalabilité, on a peu, voire aucune sécurité, et surtout, on a un code spaghetti. Donc c'est quoi un code spaghetti? C'est vraiment un code méli-mélo, je vais appeler ça comme ça, c'est bizarre, mais en gros c'est un code euh, qui a C'est mal architecturé, t'as des codes monolithiques qui font genre 3000 lignes, t'as des fichiers qui appellent d'autres fichiers, mais qui en fait sont des mêmes fonctions, enfin ouais, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel, simplification. A l'inverse, le AI coding, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le AI coding, c'est vraiment le fait de coder avec l'IA. Bon, ça déjà, c'est la traduction littérale, pardon. Mais si je devais aller un petit peu plus dans le détail, en fait, c'est vraiment quand on design un code structuré. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà une idée, on a une vision, on est aligné, mais en fait, on va juste tout déléguer à l'IA. Vraiment, c'est ça, en fait. C'est qu'on va tout déléguer, mais par contre, on a la vision, on a le concept, on sait ce qu'on veut. Et c'est ça la différence. Et donc, là, j'avais noté, pour que ce soit encore plus clair, mais la différence, c'est vraiment qu'un vibe codeur, lui, ne sait rien. Il dit juste, fais ça et il est pris pour que ça marche. Et à l'inverse, on a donc un développeur IA qui, lui, je cite, sait parfaitement ce qu'il veut, la vision, la stack, le résultat final. Il itère rapidement et délègue toutes les tâches redondantes et répétitives au LLM. Ça, c'est hyper important. Merci Claude, j'arrive. Et donc, en s'assistant aussi pour explorer les idées, hein, donc ça c'est la phase secondaire de l'IA, donc c'est-à-dire il y a le LLM qui va vraiment juste générer du code que toi tu lui auras demandé de générer, mais il y aura aussi la partie où tu vas discuter avec lui et vraiment comprendre en fait qu'est-ce qui est bien dans ton code, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que tu peux améliorer. Là c'est plutôt en fait de l'exploration d'idées, de la résolution de problèmes pour découvrir une meilleure architecture, etc. Et donc, comment architecturer son projet étape par étape? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mes doigts, oulala, zinzin. Bref, donc, déjà, il faut comprendre l'effet Poupérus. En tous les cas, vous allez voir tout ce qu'il faut à l'écran. L'effet Poupérus, c'est vraiment le fait d'avoir une poupée, dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée. J'en avais déjà parlé dans
cette vidéo, vidéo où j'explique qu'est-ce que c'est que, enfin comment coder en fait étape par étape, donc plutôt sur la partie théorique, j'avoue. Mais quoi qu'il en soit, dès que vous avez compris que le code c'est juste des poupées dans des poupées dans des poupées, on peut passer à la suite. Donc déjà, on a trois parties dans un code, et pour moi ça ne changera jamais. Tu auras beau avoir des dossiers un petit peu différents, etc., mais la structure sera toujours la même. Donc déjà, on a la base. Donc la base, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va d'abord partir de vos endpoints API. En fait, tu auras vraiment l'endpoint, qui juste sera une URL que tu pourras appeler de n'importe où, soit depuis ton app, soit depuis une autre app, et que lorsque cette personne va appeler cette URL précisément, et que grâce aux éléments qui seront rattachés à l'URL, il y aura certaines actions qui vont se passer ou pas. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre de ce que c'est un endpoint. Et donc, en gros, un endpoint, c'est quand tu vas cliquer sur un bouton, en fait, tu as un lien. Donc c'est un peu comme un webhook, si on pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas cliquer sur l'endpoint, et il y a une action qui va se déclencher. Et donc, qu'est-ce que j'entends par lister les endpoints? Ça veut juste dire lister toutes les actions que tu peux effectuer sur ton application. Lorsque tu cliques sur un bouton, lorsque tu scrolls, lorsque tu vas, je sais pas moi, tout ce que tu peux faire sur ton application, littéralement. Et chaque action qui donc sera utilisée, ce sera grosso modo un endpoint. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, tu as plusieurs endpoints, tu as les endpoints SSE, WebSocket, JSON RPC, bref. Il y a plein de méthodes, plein de protocoles, mais l'essentiel c'est ça, définir les actions. Les actions sont des endpoints, et chaque endpoint ont, donc là c'est la suite, des inputs et des outputs. Donc les inputs, c'est effectivement ce que l'on aura décidé de mettre dans le LLM, enfin mettre dans l'endpoint, donc c'est-à-dire les infos de la requête, donc nom, prénom, email, etc. etc. Et ensuite, on aura l'output. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on aura en retour? Par exemple, si je veux créer un utilisateur, j'aurai une URL pour créer l'utilisateur, je vais rentrer les informations, donc nom, prénom, email, mot de passe haché. Et ensuite, en output, je vais recevoir le user ID, donc l'ID de l'utilisateur que j'ai créé. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. On définit les endpoints API. Ensuite, dans la base, il y a une deuxième partie, c'est, j'ai envie de dire, la continuité, c'est la donnée. Dites-vous que 90% de votre application sera basée sur votre base de données. Une application ne fait que afficher des données. Vraiment, ce n'est que ça. C'est vraiment pas plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est hyper important de commencer par la base, c'est-à-dire commencer par quelle action on peut faire sur son application, et ensuite de par ces actions, comment on va les stocker. Et donc pour les stocker, j'ai noté pas mal d'éléments, mais donc il faut d'abord définir les tables, donc les schémas de chacune de ces tables, avec le nom, le type, les restrictions, bref, il y a pas mal de choses que vous pouvez voir. Il y a les relations entre chaque table. Si par exemple le user est rattaché à, je dis n'importe quoi, une note, il est rattaché à un voyage, il est rattaché à, voilà, il est rattaché à plusieurs éléments, donc voir en fait comment c'est rattaché. Donc on a par exemple les relations many to many, on a les relations one to many, etc. etc. Le type de base de données, donc des bases de données relationnelles. Voilà, bon après moi j'avoue je suis pas un expert en base de données non plus, mais en tout cas moi je sais que on parle là-dessus généralement. Et ensuite des modèles, donc des modèles pas identiques, les modèles aussi des schémas. Enfin là sincèrement je suis pas un expert là-dedans. Je connais les concepts fondamentaux, je sais comment créer une application, mais en fait c'est ça et je vais en parler un petit peu plus tard, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître exactement le langage, exactement chaque terme, juste comprendre comment ça marche et comment tout s'imbrique. Voilà, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui en 2025-2026. Passons. Donc ça c'est pour la base. On a les endpoints API et on a évidemment la base de données. Voilà. Donc ça c'est la base. C'est le truc, le fondamental qui permet à toute votre application d'exister. Voilà. Et d'ailleurs j'aurais pu le rajouter, mais là je l'ai pas mis parce que je focus sur le back-end principalement. Le front-end sera dans la prochaine vidéo. Euh, J'aurais pu rajouter le front-end dans la base, mais bon, le front-end sera à part. Ensuite, deuxième partie de la base, hyper important, on a la logique métier. Mon Dieu. La logique métier, c'est littéralement là où toute la valeur de votre application va venir s'appliquer. Désolé, je regarde là, mais en fait, bon, je suis pas encore habitué. Donc, la logique métier, si vous voulez, c'est tous les services que pourra comporter votre application et que ensuite, plus tard, les connecteurs pourront venir utiliser. Donc en fait, la logique métier, c'est par exemple des services tiers. On appelle ça, donc c'est-à-dire que tu as par exemple les services du style
OpenAI, Airtable, Google Drive, HubSpot, etc. Donc en fait, ça, ce seront des outils qui soit auront une API interne, donc un peu comme des librairies Python, si vous voulez. Par exemple, quand on fait un pip install Google Drive, et en gros, on va pas utiliser par exemple l'API. Enfin bon, là, peut-être que je rentre un petit peu dans les détails. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un service qui n'est pas à toi et qui est voilà, à quelqu'un, à une entité, une entreprise, un développeur, que sais-je. Mais en gros, c'est ce service-là que toi ensuite tu pourras utiliser dans ton code. Et on peut par exemple faire un rapport à des nœuds sur NMiten ou bien des modules sur Make ou Zapier. C'est un peu la même chose, ça ce sont les services. Et les services tiers, du coup je précise. Et ensuite on a les services qui sont conçus spécifiquement pour l'application, donc, par exemple, ça, c'est très utile pour avoir ce fameux effet poupée russe. C'est-à-dire que tu vas identifier un petit peu partout dans ton code où est-ce que tu utilises quoi. Par exemple, si tu utilises des LLM, des agents IA, des MCP, si tu utilises, je sais pas moi, qu'est-ce que tu peux utiliser en service? Tu peux utiliser des services de calcul, tu peux utiliser des services de machine learning, bref, tu peux utiliser plein de services. Et chacun de ces services, en fait, tu vas les rédiger une fois et tu pourras te permettre de les réutiliser partout dans ton code autant de fois que tu veux. Et c'est ça l'avantage, c'est que tu définis une chose une fois, donc avec une seule source de vérité, et cette source de vérité-là peut ensuite être utilisée et dispatchée partout dans ton code. Hyper important. Donc ça c'est la logique métier, c'est là où vraiment toute la valeur est créée, toutes les données sont transformées, ressorties, etc. Et enfin, comme j'ai mentionné il y a quelques secondes, les connecteurs. Donc ça c'est la troisième partie de la base, ce sont les connecteurs. Et donc, dans les connecteurs, généralement, bon, ça a un nom un peu comme on veut, quoi. Franchement, c'est aléatoire, mais ça peut être des pipelines, des handlers, des scripts, bref, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais en fait, ces connecteurs-là, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que dès qu'il y a un endpoint qui est appelé, avec ce fameux input, et pour ressortir l'output, on va utiliser les connecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les connecteurs font littéralement la connexion entre la base, c'est-à-dire le point d'entrée et de sortie de votre application, avec la logique métier. C'est tout. Vraiment, c'est tout ce que font les connecteurs. Et donc, si on prend un exemple, si on a par exemple un connecteur de scrapping, on aura un endpoint slash scrap, et avec cet endpoint slash scrap, on va juste aller ajouter quelques paramètres. Donc tu vas aller scraper tel site, sur tel site, tu vas aller récupérer X informations, etc. Cet endpoint va déclencher la pipeline de scrapping. Et donc, qu'est-ce que va faire la pipeline de scrapping? La pipeline de scrapping, elle va d'abord récupérer les infos de l'endpoint qu'il a récupéré. Ensuite, il va lancer toute une série de logiques. D'abord, je vais lancer ça comme service. Ensuite, je vais lancer ça comme service. Après, je vais récupérer les résultats, je vais les combiner, etc., etc. Et à la fin de la pipeline, on a du coup l'output de la pipeline. Donc, ça peut être par exemple le fait de le ranger en base de données, ça peut être. Enfin, qu'importe, qu'importe. Mais quoi qu'il en soit, généralement, pour que le endpoint dise bon, c'est bon, j'ai terminé, il va renvoyer une réponse. Et donc, la pipeline prend l'info, la renvoie à l'endpoint, et l'endpoint le renvoie en réponse. Voilà, c'est vraiment. C'est pour moi les trois étapes. Donc, je récapitule. La base, avec endpoint et API. Les données. Non, pardon. Donc, la base avec les endpoints et la base de données. Euh, en deux, on a la logique métier, avec justement les services tiers et les services personnalisés, si je puis dire. Et enfin, on a les connecteurs qui viennent juste faire le pont entre ces deux mondes. Voilà, donc ça c'est pour la partie comment architecturer un projet étape par étape. Maintenant, le processus irréfutable pour coder sans bug. Alors sans bug, c'est un peu vendeur de rêve, j'avoue, parce qu'en vrai, il y aura toujours des bugs, hein, on va pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais on peut déjà drastiquement les gérer et les réduire. Donc, comment faire? Déjà, on a le principe fondamental derrière chaque ligne de code. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a uniquement deux choses à combiner pour faire en sorte qu'on puisse avoir un code correct. Une source de vérité. Donc une source de vérité, ça peut être dans l'ordre un template. Donc un template, c'est un morceau de code fonctionnel qui a déjà été réalisé par vous précédemment, ou bien par d'autres développeurs issus d'une vidéo YouTube, d'un GitHub, que sais-je. Et, enfin, il y en a trois du coup. Ensuite, on a la documentation. Donc une doc, je dirais que c'est un peu moins bien qu'un template.
ça reste toujours correct. Mais en gros, une documentation, c'est vraiment ce qu'on voit un petit peu partout, quoi. Par exemple, tu as une documentation sur comment utiliser l'API de ChatGPT, une documentation sur comment utiliser l'API d'Airtable, bref, tu as plein de documentations. Et bah, l'idée, c'est juste de récupérer les éléments de la documentation qui t'intéressent pour la logique métier que tu veux développer. Et ensuite, on a bah, des tests. Si vraiment t'as pas de template, t'as pas de doc, t'as juste des endpoints, et ben tu vas juste tenter de appeler ces endpoints, voir quelles réponses tu as, et utiliser ces réponses-là comme source de vérité pour extraire ce que tu veux utiliser réellement. Voilà. Donc pour moi, c'est les trois sources de vérité qu'on a. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager, mais en tout cas, c'est les trois principales que je peux voir et utiliser. Voilà, voilà. Et deuxième chose à combiner avec la source de vérité, c'est les agents. Et oui. Donc je dirais en fait plus largement un processus de développement. Mais si on veut aller à la base, quoi, c'est juste par exemple un agent général. Donc pour ça, je pourrais vous partager une prompt. Donc une prompt système que bah, j'avais déjà partagé encore une fois dans la première vidéo où j'expliquais comment coder étape par étape. Mais en gros, on a juste ouais, un agent avec une prompt correcte qui lui explique qu'est-ce qu'il faut faire ou pas en général dans la codebase. Et juste avec ça, si vous lui donnez des templates, des documentations, encore des morceaux de test, en tout cas une source de vérité, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Si vous avez la vision, l'architecture, les exemples, l'agent, il va mais développer une vitesse folle, sans bug, sans rien du tout. Vraiment, je vous le garantis. Ah oui, c'est garanti carrément. Ensuite, si on continue là donc sur le processus irréfutable pour coder, maintenant je vais vous parler de l'apprentissage. Ça c'est la deuxième phase pour moi pour vraiment bien coder. En fait, auparavant, comment ça fonctionnait l'apprentissage dans le code? Pour être honnête, moi j'ai jamais vraiment trop connu cette époque, mais en tout cas on peut très facilement la deviner. C'est-à-dire qu'auparavant, bah, il y avait l'apprentissage par cœur d'une syntaxe. C'est-à-dire aujourd'hui tu voulais coder en Python, mais tu es obligé de comprendre exactement comment créer une fonction, quelle parenthèse il faut mettre, où est-ce qu'il faut mettre une virgule ou pas, comment bien formater un JSON. C'est vraiment de la syntaxe. C'est-à-dire, c'est comme la grammaire. Tu sais, le français, là, je te parle, mais si je dois l'écrire, bah, il y a sûrement peut-être des fautes d'orthographe que je vais faire parce que bah, la syntaxe n'est pas bonne. La phrase est bonne, mais la syntaxe non. Et juste parce qu'il y a une virgule en trop, ça marche pas. Heureusement qu'en français, ça marche pas comme ça, mon dieu. Bref, euh, donc, voilà, auparavant, il fallait quand même apprendre un langage par cœur, ce qui est quand même très chronophage, hein, on va pas se mentir, c'est énorme. Passer des heures sur de la documentation, des forums, des tests, bref, c'était l'enfer en fait. Franchement, c'était l'enfer. Et tester et réfléchir en permanence. Bref, donc ça c'était avant. Mais aujourd'hui c'est quoi? Tu peux juste regarder des vidéos YouTube sur comment fonctionne dans les grandes lignes un framework, un langage, un concept, une librairie, bref, tu peux juste comprendre en fait dans les grandes lignes comment ça marche, et ensuite avoir la bonne doc et juste dire bon bah écoute, implémente-moi telle chose dans telle librairie, et donc il va savoir de quoi tu parles, il va savoir quoi chercher, et donc il va savoir quoi coder, hein, c'est comme ça. Ensuite tu peux, bah, encore une fois, demander par exemple au LLM de rechercher des éléments, rechercher, comprendre en fait, et explorer. C'est hyper important d'explorer, de découvrir comment fonctionne bah, intrinsèquement chaque langage, chaque framework, pour en fait augmenter encore ses connaissances et ensuite pouvoir résoudre davantage de problèmes, quoi. Euh, voilà, donc, globalement c'est ça. Et donc si je devrais résumer la différence, aujourd'hui, selon moi, ça peut paraître fou, mais la théorie est largement supérieure à la pratique. Oui, vous avez bien entendu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il ne faut plus apprendre ligne par ligne le code comme on devait le faire auparavant, on a juste besoin d'avoir une logique computationnelle. Donc une logique computationnelle, compute ordinateur, computationnel donc de l'ordinateur, mais en fait une logique computationnelle c'est vraiment juste comprendre qu'est-ce qu'une boucle, qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'une variable, et ensuite de comprendre à côté de ça bah, c'est quoi les spécificités du langage. C'est-à-dire que bah, on comprend d'abord les bases de la programmation, mais ensuite il faut comprendre par exemple bah, les éléments un petit peu spéciaux à chaque langage, chaque framework. Par exemple, sur React, on a les use effects, ou en tout cas les use trucs. Ça, c'est quelque chose d'un peu chiant, mais en fait qui est, j'ai presque envie de dire, le fondement même de React. Donc on est obligé de ne serait-ce comprendre, peut-être pas tout savoir par cœur, mais au moins comprendre sur comment l'utiliser et dans quel cas. Ensuite, on peut avoir par exemple les packages pour Python. Donc lorsqu'on va faire un tiré du bas, init, tiré du bas, point .py,
qui va permettre donc de reprendre plein d'éléments et ensuite d'en retirer seulement quelques fonctions, bref, par exemple. Mais on a aussi tout ce qui touche aux index, par exemple sur PostgreSQL, bref, vous avez compris l'idée. L'idée c'est d'abord d'avoir une logique computationnelle, ça généralement j'ai presque envie de dire tout le monde l'a, mais ensuite comprendre avant d'utiliser un framework comment réellement il fonctionne et même effectuer quelques tests, quelques projets pour vraiment comprendre comment ça marche, quoi. Et le bonus, pour apprendre des trucs de fou, désolé ça frise un petit peu, c'est vraiment dès que vous découvrez quelque chose qui est nouveau, vous n'avez pas compris, approfondissez. Vraiment, comme dit Ous, mettez-y de l'intensité. Faut vraiment essayer de voir, de comprendre comment ces éléments fonctionnent, comment ils s'imbriquent entre eux. Et parce que des fois, juste en comprenant certaines choses presque bêtes, et ben vous allez éviter énormément de bugs, énormément d'incohérences, et surtout vous aurez davantage de cartes pour guider le LLM dans ce que vous voulez qu'il fasse en fait, tout simplement. Ensuite, deuxième chose, c'est de tester. Vraiment tester des nouveaux projets, des nouveaux langages, fixez-vous de nouveaux objectifs. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort de dev. C'est-à-dire que moi, auparavant, je disais, je sais pas coder. Voilà, je m'en vais, je sais pas coder. Ensuite, j'ai commencé à coder. J'ai commencé à va coder, comme toi. Et j'étais nul. Forcément, j'étais nul. Mais j'ai appris. J'ai appris à comment faire une base de données, comment ça marche, comment créer des fonctions Python, comment les ranger, comment architecturer un projet. Et ce, juste grâce à des tests. Et surtout, la puissance des tests et des projets, c'est quand vous êtes contraint de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un objectif de juste réussir à créer des projets solides. En fait, t'as pas le choix de comprendre comment créer un bon front-end, comment créer un bon back-end, comment optimiser, etc., etc. Parce que ça va dépendre de ensuite la qualité de tes services, donc la relation que tu vas avoir avec tes clients, les prix que tu pourras fixer. Donc c'est bête et méchant, mais plus tu auras de compétences, de connaissances, et justement plus tu seras bon dans ce que tu fais, et au plus tu pourras imprimer. C'est fou. Après, bon, ça sera peut-être un autre débat, mais la compétence pour moi, c'est même pas 20% de l'entrepreneuriat, hein, vraiment. Moi, je partage les compétences. Un jour, pourquoi pas partager comment vraiment utiliser ces compétences et comment vendre. On se focus d'abord sur avoir les compétences, hein, c'est déjà pas mal. Et ça m'emmène à la prochaine étape qui est les secrets que j'aurais aimé savoir plus tôt. Donc désolé, encore une fois, j'aime pas ce mot, mais bref, les tips, hyper intéressants. La vision qu'il faut avoir. Donc déjà, l'effet de levier. Qu'est-ce que j'entends par l'effet de levier? Plus le temps passe, plus tu fais des projets, tu accumules des connaissances, des compétences, tu découvres des nouveaux langages. Et donc en fait, plus tu as de cartes en tes mains. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un effet de levier d'abord sur tes connaissances. Je veux dire, tu peux démarrer un projet, y aller hyper rapidement, résoudre rapidement les bugs, grâce justement à l'expérience passée. Mais aussi, surtout, rappelez-vous, on a besoin de quoi pour créer un bon code? On a besoin d'un bon agent et d'une bonne source de vérité. Et dans la source de vérité, il y a quoi? Il y a les templates. Et donc, si vous avez déjà réalisé du code qui a fonctionné dans le passé, vous aurez juste à le dupliquer, le copier-coller, hein, littéralement, et le réutiliser dans ce nouveau projet-là. Et c'est magique, parce que du coup, vous l'avez R&D, donc recherche et développement, donc vous l'avez recherché et développé une fois, mais ensuite vous pouvez juste le dupliquer 500 fois. Comme si vraiment c'est la routine. Voilà, c'est comme ça. Bref, donc c'est top. Voilà, R&D, bref, effet de levier avec le temps. Et ça me rattache un peu à... Enfin non, là c'est quelque chose de différent. Le deuxième tips pour moi, vraiment, allez-y, étape par étape. Vraiment, étape par étape. Je crois que je répète pas assez ce mot. C'est fou comment les gens ils veulent juste aller vite. Mais non, 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 non. J'ai presque envie de dire, ça j'aurais dû rajouter dans la définition du web coding. Le web coding c'est aller vite. Aller vite et faire de la merde. Franchement, il y avait une citation que j'aime beaucoup, mais que malheureusement je sais plus qui l'a dit et c'était quoi exactement, mais en tout cas je peux vous la citer, à peu près. C'était autant avancer d'un pas chaque jour, mais être sûr que l'on n'aura jamais besoin de revenir en arrière, plutôt que d'avancer de 10 pas chaque jour, et de juste se heurter à des problèmes et en fait en faire 20 en arrière. Ça sert à rien. Donc autant juste garantir chaque pas que vous allez faire, mais j'avoue, il faut pas non plus procrastiner. Faut pas se dire oh vas-y, fuck, je vais prendre mon temps, c'est bon, je ferai ça le mois prochain. Non, 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 non. On vise startup, on vise rapide, on vise efficace. Donc, tu définis ce qui est important ou pas dans ton application, tu fais un tri drastique en te mettant à la place de l'utilisateur final, et ensuite, tu vas t'occuper de développer toutes les features minimales que tu as définies de la manière la plus méthodique
et step by step possible. C'est juste ça. C'est-à-dire que tu identifies ce qui est important, et ensuite, tout bêtement, tu vas coder. Mais tu vas coder proprement. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que bref, voilà, voilà. Donc pour moi, c'était juste les étapes. Voilà, donc pour moi, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la vidéo back-end, mais la vidéo front-end sortira juste après. Cette fois-ci avec un petit peu plus de concret, je pense, même si, bon, je sais pas, je verrai comment je vais imaginer ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait plaisir. Et à partager ces vidéos à un autre développeur. Franchement, si vous avez un développeur qui galère, juste, yo, je suis là. Bref, c'était Hugo, Hugo des Procès, j'espère que vous avez apprécié la vidéo encore une fois, et on se dit à très bientôt. Salut!